Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello à toutes et à tous. Avec l'été qui a commencé, il y a un sujet qui est revenu chez plusieurs de mes clientes récemment et je me suis dit que ça pourrait vous parler aussi. C'est cette difficulté qu'on a à ne rien faire, à vraiment ralentir, à déconnecter. On peut avoir tendance à culpabiliser dès qu'on ne fait rien de productif. Se poser sur un transat sans rien faire peut nous mettre un peu mal à l'aise. Et quand on part en vacances, on essaye de rentabiliser chaque moment, on va surcharger les journées pour profiter à fond et parce que sinon, on va avoir l'impression de gâcher un petit peu nos vacances parce qu'on n'a pas assez profité, on n'a pas assez fait de choses, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Donc on planifie plein de trucs et si on dort jusqu'à 10 heures le matin, on peut avoir l'impression d'avoir perdu une matinée complète et c'est difficile de ralentir. Et pour d'autres personnes, elles arrivent à ralentir, elles arrivent à plus, voilà, être, dans la lenteur des vacances, mais par contre, elles continuent de penser au travail. Elles pensent à leurs mails, elles pensent à leurs projets en cours, voire elles regardent leurs mails, elles pensent à tout ce qu'il y aura à faire quand elles rentrent, et cetera. Et bon, tout ce que je vous décris, c'était exactement moi il y a quelques années. Je me souviens que je commençais déjà à stresser du retour de vacances au moins 2 jours avant le retour, et ce qui faisait que j'avais du mal à profiter en réalité de la fin de mes vacances. Je perdais, les 2 derniers jours à déjà penser au boulot, à me sentir déjà nostalgique des vacances alors que j'étais même pas encore rentrée. Et puis pendant mes vacances, il fallait absolument, tout faire, tout voir et j'étais à fond parce que ouais, j'avais cette peur de pas assez profiter et le truc c'est que c'était pas forcément très aidant puisque je revenais de mes vacances encore plus fatiguée. Et cette même logique, elle s'appliquait un petit peu aussi même en dehors des vacances. C'est-à-dire que avant un week-end normal, je pouvais, me sentir pas hyper bien parce que c'était, vendredi soir et qu'on n'avait rien encore prévu de spécifique le week-end et que l'idée de me lever le samedi matin sans savoir ce que j'allais faire de mon week-end, ça me générait presque une angoisse. J'avais l'impression que j'allais perdre mon samedi, j'allais perdre mon week-end et qu'il fallait vraiment prévoir des choses, profiter à fond. Voilà, ça c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc si ça vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Et je pense qu'on vit dans une société où ne rien faire, c'est presque devenu un gros mot. C'est pas anodin. Il y a des mécanismes psychologiques, sociologiques qui expliquent pourquoi on a autant de mal à ralentir et en comprenant ces mécanismes, c'est déjà un premier très grand pas pour s'en libérer. Donc on va en parler un petit peu maintenant et ensuite je vous partagerai 5 clés concrètes pour réussir à vraiment déconnecter et à pouvoir profiter de votre temps libre sans culpabiliser. Et surtout, vous autoriser à vraiment vous reposer, parce que c'est ça qui est important. Alors pourquoi c'est si difficile de ne rien faire? Ah, déjà, la première chose, un des premiers mécanismes, c'est qu'on a une espèce de pression de performance qu'on a internalisée. On vit dans une société de performance, un système où la valeur des individus est principalement mesurée par leurs résultats, par leur productivité, par leurs accomplissements. C'est un système qui est favorable au PIB du pays, c'est sûr, mais qui l'est un peu moins pour les humains qu'il constitue. Dans ce modèle, le temps non productif, entre guillemets, est perçu comme du temps perdu. Et ce conditionnement social de être productif égale avoir de la valeur, c'est quelque chose qu'on a intégré dès le plus jeune âge. On comprend que si j'ai des bonnes notes, c'est-à-dire que je suis une bonne élève, c'est-à-dire que bah, je suis une bonne personne presque, hein, parce que je vais recevoir les félicitations des professeurs, des parents, ils vont être contents, ils vont être fiers et inconsciemment on comprend que ou on a l'impression aussi que pour recevoir de l'amour, de la reconnaissance, il faut bien faire et ça continue à l'âge adulte. Si j'ai une belle carrière, je suis une personne accomplie qui a réussi sa vie. Or, bien sûr, on se rend compte une fois adulte que non, pas forcément et qu'on peut avoir une belle carrière et être très malheureux.
on peut avoir un statut social et de l'argent et ne pas être épanoui. Ça peut être très déstabilisant parce que c'est ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire que, bah si tu obtiens ces choses-là, tu seras heureux. C'est ça la recette. Et en fait, non. Et ce conditionnement que l'on reçoit crée une estime de soi conditionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire que notre valeur personnelle devient dépendante de nos accomplissements. Et je dis ça, mais c'était totalement mon cas. J'étais la première de la classe avec ses petites lunettes, voilà, qui a fait de belles études, un beau diplôme. Et je me sentais bien avec moi-même parce que je sentais qu'on était fiers de moi, que c'est ce qu'il fallait faire. Et quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, bah, j'étais à l'aise de répondre. Et puis, quand tout ça a été remis en doute, et notamment mes choix professionnels, quand je me suis rendu compte que non, c'était pas épanouissant pour moi, c'était pas ça que je voulais dans ma vie, et que j'ai perdu finalement ce qui me donnait de la valeur selon moi aux yeux des autres, mais c'était inconscient, eh bien ça a entraîné une grosse perte d'estime de moi. Parce que mon estime de moi s'appuyait là-dessus. Et alors, qui je suis, qu'est-ce que je vaux sans mon travail, sans mon titre, sans mon statut social? Le résultat de cette culture, de ce conditionnement qu'on reçoit, c'est que lorsque on ne produit rien, on a l'impression d'être rien, de ne rien valoir. On se sent nul quand on a passé la journée à ne rien faire, entre guillemets, même si on ne fait jamais rien, mais c'est plutôt qu'on n'a rien fait que l'on considère productif, eh bien, on a l'impression, quand on fait rien, qu'on n'est rien. Et le piège, c'est que on a même réussi à transformer nos loisirs en performance. Même notre temps libre doit être optimisé, même des choses qui sont censées être là pour notre plaisir, doivent avoir une utilité. Et le wellness, l'industrie du bien-être, c'est devenu une industrie de l'optimisation. Je médite pour être plus productive. Je fais du sport pour être plus performant. Je lis, mais il faut que ça m'apporte quelque chose, il faut que ce soit pour, que je sois plus cultivée et cetera. Il faut toujours optimiser, rentabiliser son temps et peut-être même que là, justement, vous m'écoutez en train de faire autre chose, en train de faire du sport, en train d'être dans les transports, ou dans la voiture pour aller au travail ou pour revenir. Peut-être que vous êtes en train de faire des tâches ménagères et vous écoutez un podcast parce que au moins, voilà, vous n'avez pas l'impression d'avoir totalement perdu votre temps. Ensuite, ce qui fait que c'est difficile de ralentir, même en vacances, c'est que quand on s'arrête, qu'est-ce qui remonte? Bah, nos préoccupations, nos angoisses, parfois notre mal-être qu'on oublie un petit peu quand nos journées sont chargées, plein de pensées désagréables et les émotions qui vont avec. Le silence, l'ennui deviennent physiquement inconfortables. Et notre cerveau n'aime pas l'inconfort. Donc il cherche immédiatement une échappatoire. Et pour ça, bah, il s'occupe. Dès qu'on a un moment de silence, de calme, hop, on ouvre Instagram, hop, on regarde nos emails, on regarde une série, une vidéo, on écoute un podcast. Voilà, on comble le vide, parfois aussi par une to-do list, n'importe quoi pour ne pas être seul avec nos pensées. Et c'est un petit peu comme si on avait développé une intolérance au vide, à l'ennui. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'on reconnecte vraiment à nous-mêmes. Notre cerveau aussi a la possibilité de traiter nos émotions, de développer la créativité. Et en fuyant l'ennui, on se prive de plein de processus qui sont essentiels. Pire encore, dans nos sociétés hyper connectées, on a développé une addiction à la stimulation. Notre cerveau s'est habitué à recevoir des doses constantes de dopamine via les notifications, les nouveautés, les distractions. Et je plaide moi-même complètement coupable, hein. C'est un travail quotidien pour moi de combattre ce besoin d'être surstimulé. Et je n'ose pas imaginer les plus jeunes, parce que moi, en tant que millennial, en tant que génération Y, j'ai eu un téléphone assez tard dans ma vie. Les réseaux sociaux sont apparus quand j'étais déjà bien ado et ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui en termes de contenu disponible, de potentiel addictif. Et honnêtement, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment pour les plus jeunes. Quand je vois déjà l'impact que nos téléphones et les réseaux sociaux et toutes ces choses qui nous stimulent ont sur nous les adultes,
J'imagine pas des jeunes qui ont grandi ou qui sont nés avec ça. Bref, c'est quelque chose qui me préoccupe, mais c'est un autre débat. En tout cas, c'est une autre raison qui fait que c'est encore plus difficile de déconnecter. Et la troisième raison, c'est l'anxiété. L'anxiété de perdre le contrôle, l'anxiété de lâcher prise, ne pas vérifier ses mails, ne pas savoir ce qui se passe au bureau, laisser du temps non planifié. Pour beaucoup, ça génère de l'anxiété. Et s'il y a une urgence? Et si je rate quelque chose d'important? Et si on a besoin de moi? Voilà, on peut avoir toutes ces pensées et toute cette anxiété-là, donc on essaye de se rassurer, on essaye de la calmer cette anxiété en jetant un petit coup d'œil rapide aux mails, en programmant nos vacances à l'heure près pour pas perdre de temps, en restant joignable au cas où. Et enfin, dans ce qui peut parfois nous empêcher de vraiment nous reposer complètement, et c'est une dimension qu'on n'ose pas toujours avouer, c'est la peur du jugement des autres. Vous avez déjà remarqué comme ça peut être gênant de répondre qu'on n'a rien fait de spécial quand on nous demande comment s'est passé notre week-end. Il y a comme une espèce de honte sociale autour de l'inactivité. Et ça va avec le premier point, bien sûr, hein, sur la société de performance dans laquelle on évolue. Et je trouve ça fascinant. On vit dans une culture où avoir du temps libre, c'est devenu bizarre, c'est devenu suspect. Et comme si ne pas être débordé, ça voulait dire que on n'était pas assez importante, pas assez sollicitée, on n'a pas assez d'amis, on n'est pas assez presque vivante. On finit par programmer nos loisirs, non pas pour notre bien-être, mais pour avoir quelque chose à montrer. On fait des choses parce qu'il faut. Peut-être que vous avez déjà visité un musée ou un lieu, pas parce que ça vous faisait vraiment envie, mais parce qu'il fallait le voir, parce que vous étiez dans cette ville, dans cet endroit, et donc c'était un truc qu'il fallait absolument voir. Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène énormément, parce que on ne voit que le meilleur de la vie des autres. Leurs randonnées au lever du soleil, les restos brunch pleins de couleurs du dimanche, les super activités. Et personne ne poste sa photo en train de regarder le plafond. Non, ça amplifie énormément la comparaison et on se sent vite pas assez ou moins bien. On développe cette croyance un peu toxique que le bonheur se mesure à l'intensité de nos expériences, que de vraies vacances, ça doit être dense, ça doit être mémorable, ça doit être partageable. Mais c'est un piège parce que du coup on surinvestit ces moments alors même que parfois ce n'est pas ce dont on a besoin. Parce que parfois on a besoin de repos, on a besoin de ralentir et lorsqu'on ne respecte pas ça, on rentre encore plus fatigué. Pendant les vacances, on se génère du stress parce qu'il faut absolument profiter, ça peut générer des disputes, donc c'est là où il peut y avoir un problème. Et vous voyez, tout ça, c'est quand même le résultat de conditionnements bien profonds, mais dont on peut apprendre à se défaire. Et c'est exactement ce que l'on va voir avec les 5 clés que je vais vous présenter maintenant. Ce sont des clés que j'utilise avec mes clientes, que j'ai utilisées moi-même dans ma propre vie. C'est pas des recettes miracles, c'est des outils qui marchent vraiment quand on les applique avec patience, avec bienveillance envers soi-même. Et il y a, vous allez le voir, des clés plutôt sur l'état d'esprit, sur voilà, ce qui se passe dans notre tête, et d'autres qui sont plus pratico-pratiques, mais tout aussi importantes, qu'on va voir plutôt à la fin. La première clé, c'est de comprendre d'où vient votre pression personnelle. Avant de changer quoi que ce soit, il faut d'abord identifier vos propres croyances sur le repos. Parce que oui, on vit dans une société de performance, mais on a tous des conditionnements différents selon notre éducation, notre parcours, notre vécu. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous poser? Concrètement, ce que je vous propose de faire, c'est d'identifier vos pensées automatiques. La prochaine fois que vous vous reposez et que vous commencez à culpabiliser un petit peu, notez exactement ce qui se passe dans votre tête. Littéralement, prenez un carnet ou votre téléphone et notez vos pensées. Vous allez probablement entendre dans votre tête des trucs du genre bah, si je fais rien, je suis paresseuse, ou bah non, j'ai pas assez bossé aujourd'hui donc j'ai pas le droit de me reposer, je perds mon temps. Les autres font plein de choses et moi je glandouille à la maison.
Je devrais être en train de faire telle ou telle chose, et cetera, et cetera. Ces pensées, elles sont automatiques. Elles arrivent sans qu'on s'en rende compte et elles conditionnent tout ce qu'on fait. Donc les identifier, et c'est pas toujours évident, c'est déjà une très grande première étape. Et ça peut être intéressant aussi de remonter à leur origine, parce que souvent elles viennent de loin. Elles viennent de notre éducation, de ce qu'on a observé dans notre famille. Donc je vous invite à réfléchir. Comment est-ce que vos parents, ou les personnes qui prenaient soin de vous quand vous étiez enfant, géraient eux-mêmes le repos? Est-ce qu'ils avaient toujours quelque chose à faire à la maison? Est-ce qu'ils vous félicitaient quand, vous étiez, «productive» entre guillemets et vous faisiez sentir un peu coupable quand vous ne faisiez rien? Ça me fait penser à une cliente qui, quand, on a travaillé sur ça, elle a identifié qu'elle avait grandi dans une famille où tout le monde était très occupé. Sa mère avait toujours plein de choses à faire, son père travaillait énormément, il avait son entreprise, il prenait très peu de vacances. Mais peut-être que vous, c'est différent. Peut-être que on vous a appris qu'il fallait mériter son repos, que d'abord on travaille, d'abord on fait les tâches ménagères, les devoirs, et cetera et après on se repose. Ou après ça peut être des messages subtils. Par exemple, on vous félicite quand vous avez bien travaillé, mais il n'y a jamais de félicitations quand vous vous êtes reposé. On valorise pas le fait de prendre soin de soi, de sa santé mentale, et on valorise pas le fait de prioriser les besoins fondamentaux. Et au-delà du familial, il peut y avoir des conditionnements professionnels aussi, de par la culture de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, de par votre secteur d'activité. Il y a certains métiers, certains secteurs qui renforcent ce type de croyance. Donc ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là aussi, parce que ces messages, même non dits, s'ancrent vraiment profondément, continuent de nous influencer sans qu'on s'en rende compte et continue d'influencer notre rapport au repos. Donc c'est important d'en avoir conscience pour différencier ensuite vos propres besoins versus les attentes intériorisées. Deuxième clé, maintenant qu'on a identifié d'où viennent vos résistances et les croyances qui vous empêchent de vraiment vous reposer, de vraiment déconnecter, il faut les changer. Pour les changer, la première chose, c'est déjà changer notre regard sur le repos. Et là, il y a 2 petites choses que je veux vous partager. C'est que le repos est productif. Je sais que vous le savez, mais je dois vous le répéter, le repos, c'est nécessaire pour le traitement émotionnel, pour la créativité, pour la régulation du stress. Le cerveau a besoin de silence pour «se nettoyer» entre guillemets. C'est essentiel. C'est essentiel pour la santé mentale, c'est essentiel pour performer ensuite et le repos n'est pas l'ennemi de la performance, c'est pas l'ennemi, pour avoir une vie remplie et épanouissante, c'en est la condition. Vous en avez besoin pour ensuite performer et vous épanouir et pouvoir faire plein de choses. Vous avez besoin d'énergie, physique, mentale, émotionnelle et donc pour ça, vous avez besoin de repos et vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit d'avoir besoin de calme. Vous avez le droit de ne pas vouloir faire des activités enrichissantes chaque minute. Vos besoins de repos ne sont pas un défaut, c'est pas un défaut de caractère, c'est pas de la paresse, c'est normal. On ne peut pas être tout le temps à fond. Et croyez-moi, moi la première, j'aimerais pouvoir être tout le temps à fond, ce serait mon rêve, mais c'est pas possible. Voilà, on a besoin de dormir, on a besoin de repos, on a besoin de moments plus calmes. Et lorsque c'est ce que vous ressentez, lorsque vous avez envie de ne rien faire au fond de vous, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à écouter là-dedans. C'est peut-être que vous avez trop donné ces derniers temps. Peut-être que vous avez besoin de digérer certaines choses que vous avez vécues. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter un petit peu à vous-même. Et ces besoins-là, ils sont tout aussi légitimes que manger, que dormir. Personne ne vous demande de justifier pourquoi vous avez faim. Alors pourquoi justifier votre besoin de repos? Sans doute que vous le savez déjà, sans doute que vous l'avez compris avec votre tête, mais que malgré tout, vous avez du mal à changer. Donc c'est là où c'est la deuxième partie de la deuxième clé, c'est que maintenant il va falloir recadrer vos pensées, recadrer les pensées qui ne sont pas aidantes pour vous. Je vous donne quelques petits exemples de recadrage que vous pouvez commencer à pratiquer. Si par exemple vous avez des pensées du type: «Ah bah là je suis en train de perdre mon temps»,
Vous pouvez décider de remplacer cette pensée par: «Je suis en train de recharger mes batteries». Au lieu de vous dire: «Je ne fais rien d'utile là» ou «J'ai rien fait d'utile», vous pouvez choisir de penser: «Je prends soin de ma santé mentale». Ou au lieu de: «Je devrais être productive», vous pouvez essayer de vous dire: «Mon repos est productif pour mon bien-être». Ou si vous avez la pensée de: «Les autres font des trucs intéressants et moi je glande», vous pouvez vous dire: «Chacun a ses besoins, moi aujourd'hui j'ai besoin de calme». Alors attention, c'est pas de la pensée positive à dessous, c'est un travail de rééquilibrage parce que votre cerveau a pris l'habitude de dévaloriser le repos. Donc il faut consciemment réapprendre à valoriser tout ça. Et donc pour ça, il faut choisir de penser différemment petit à petit. La troisième clé que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de redéfinir ce que profiter, ça veut dire pour vous. De quoi vous, vous avez envie, de quoi vous, vous avez besoin. Parce qu'on nous a vendu cette idée que profiter, c'est faire un maximum de choses. C'est comme si le bonheur se mesurait à l'intensité ou à la quantité d'expériences qu'on a vécues. Mais réellement, vous, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce que ça veut dire profiter pour vous? Et vraiment pour vous, pas pour Instagram, pas pour vos collègues quand vous allez les retrouver au retour de vacances, pas pour prouver quoi que ce soit. Posez-vous la question de ce que ça veut dire pour vous, au-delà de la réponse évidente, au-delà de la réponse automatique. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Est-ce que c'est d'avoir fait 5 activités pendant le week-end? Ou est-ce que c'est d'être dimanche matin, tranquille, en buvant votre café, en regardant par la fenêtre, en étant juste là? Et la réponse, elle peut évoluer. Je vais prendre mon cas, mais avant pour moi, traîner au lit le dimanche matin et prendre mon café tranquille et cetera, c'était pas possible. Principalement parce que ça me générait de l'anxiété. Anxiété qui était générée par toutes les croyances et les pensées que j'avais avant. D'où les 2 clés qui sont extrêmement importantes qu'on a vues avant. Et aujourd'hui, je suis toujours, quelqu'un qui aime bien faire plein de choses, mais si un jour j'ai envie d'aller tranquille le dimanche matin, eh ben, je vais pouvoir vraiment savourer. Et ça veut pas dire que je suis devenue une grosse feignante et que, je fais plus jamais rien le dimanche, mais il y a des fois où c'est de ça dont j'ai envie et j'ai plus besoin de me mettre la pression pour faire plein de trucs pour me sentir bien. Si j'ai fait plein de trucs parce que c'est ce que j'avais envie, je me sentirais bien et si je n'ai «rien fait» entre guillemets parce que c'est ce dont j'avais envie et besoin, eh ben, je me sentirais bien aussi. Donc là, il y a pas de réponse, définitive à cette question que je vous pose, c'est juste trouver ce dont vous avez besoin et envie à chaque fois, à chaque instant presque, ou à chaque week-end ou à chaque vacances et d'ajuster au fur et à mesure. Et c'est OK si vos besoins là ne correspondent pas à l'image qu'on a des vacances «réussies» entre guillemets. Ce qui est important, c'est d'agir avec votre envie authentique et que ça vous nourrisse. Parce que oui, peut-être que vous auriez envie de faire, ces 3 musées. Mais en fait, peut-être que passer 2 3 heures dans un seul musée, mais vraiment prendre le temps de regarder, de ressentir, de s'imprégner, ça va être beaucoup plus nourrissant. Alors certes, vous aurez pas vu les 2 autres, mais ce sera beaucoup plus nourrissant et vous en garderez un meilleur souvenir et beaucoup plus apaisant et franchement, je vous dis ça là, mais je suis en train de sourire parce que ça m'est déjà arrivé, hein, de me mettre la pression pour, vite, 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 voilà, parce que j'ai envie de voir, bah, les 2 3 musées donc je vais vite et finalement je ne profite même pas vraiment et je profiterai tellement plus et aujourd'hui, j'adore prendre mon temps. J'aurais jamais cru pouvoir vous dire ça il y a 5 ans de ça, mais aujourd'hui, j'adore prendre mon temps et mieux vaut faire moins, mais vraiment en retirer du plaisir parce que c'est ça aussi la vie. Enfin, je veux dire, on passe tellement de temps à faire, des choses, qui sont pas toujours pour le plaisir dans notre vie pro, alors le temps qu'on a à côté, il faut quand même en avoir un minimum de plaisir et puis même, enfin, pour beaucoup, le temps en dehors du travail, c'est pas que du temps de plaisir. Il y a les tâches, ménagères, il faut s'occuper des enfants, il y a les responsabilités, il y a les factures à payer. C'est pas si fun et donc s'il vous plaît, ces moments-là qui nous restent, profitons-en vraiment sans se mettre la pression, en se délectant de l'instant. Après, on a tous des niveaux d'énergie différents. Il y a des personnes, qui adorent aller faire, 40 kilomètres de trail le dimanche matin. Chacun est comme il est et ne nous comparons pas
Moi, j'avais un peu cette FOMO de me dire: «Ouais, attends, mais cette personne, il est 10 heures du mat, elle a déjà elle a déjà eu le temps d'aller courir, avec ses amis, de boire un café, de faire ci, de faire ça. Et alors? Et alors si c'est ce qui, elle, la nourrit et lui fait du bien, bah, c'est top, mais en vrai, si je me pose la question, non, je n'ai pas envie de me lever à 6 heures le matin le dimanche pour aller courir et c'est OK. Bon, maintenant qu'on a travaillé sur vos pensées, redéfini ce que profiter veut dire pour vous, il faut qu'on parle d'un truc que personne ne vous dit, c'est que ralentir au début, c'est inconfortable. Et ça, c'est la quatrième clé, ça va être d'accepter l'inconfort qui vient quand on ralentit. Si vous avez déjà essayé de vraiment déconnecter et que vous êtes senti bizarre, un peu agité, un peu anxieux ou anxieuse, non, vous n'avez pas échoué. Vous avez juste découvert à quel point votre système nerveux est hyper stimulé. C'est que votre cerveau a pris l'habitude d'un certain rythme, d'avoir beaucoup de stimulation, des notifications, des to-do list, un planning chargé, il faut courir à droite à gauche. Et donc il s'est adapté à cette vie en mode urgence permanente. Quand vous ralentissez soudainement, c'est comme si vous freiniez brutalement sur l'autoroute. Votre système nerveux, il comprend pas. Il se dit: «Attends, on fait quoi là? Pourquoi on s'arrête? Est-ce qu'il y a un danger?» Bah, c'est un peu comme un sevrage, finalement. Le premier jour où vous arrêtez toutes ces stimulations et où vous ralentissez, c'est hyper inconfortable, il y a plein de pensées. Et puis les jours suivants, le cerveau commence à comprendre qu'il y a pas de danger immédiat. L'agitation diminue un petit peu, mais il peut quand même y avoir une espèce de sentiment de vide, d'ennui qui est pas très confortable. Et puis encore après quelques jours, ça se régule et vous commencez à être, vraiment présente, à savourer, à vous reconnecter avec vous-même, à voilà, sentir que vous êtes plus présent, présente. Le problème, c'est que la plupart des gens craquent craquent trop tôt. Souvent, au deuxième jour, on se dit: «Bah, voilà, ça marche pas, j'arrive pas à déconnecter» et puis on reprend un peu les habitudes de fuite. Donc moi, je vous propose déjà en termes d'action concrète et ensuite on va voir comment gérer ces moments d'inconfort. Mais déjà en termes d'action concrète, ce serait de faire des choses qui vous confrontent petit à petit à cet inconfort. Donc par exemple, planifier du non planifié. Planifier pour vos vacances par exemple, des créneaux vides dans votre programme. Des créneaux qui seront dédiés à flâner, à se laisser porter par l'envie du moment, par, voilà, vous savez peut-être pas dans quel resto vous allez manger, ce sera peut-être pas le meilleur resto, du lieu où vous êtes, mais c'est pas grave. Vous laissez aussi peut-être le droit de changer d'avis. Voilà, aujourd'hui on devait visiter, telle chose, mais en fait, je sens que j'ai envie de rester au bord de la piscine. Et ben, c'est OK, vous autorisez aussi. Gardez du temps de rien, du temps sans téléphone, sans livre aussi, parce que mine de rien, lire, ça reste quand même une stimulation. Ne rien faire du tout, bah, c'est pas du tout évident. Essayez de commencer tout doucement, même si c'est 3 minutes par jour, à écouter les oiseaux, à regarder une fleur, à, écouter le bruit des vagues. Juste 3 minutes pour commencer ou 5 ou peu importe, ça va dépendre, quand est-ce que ça devient trop inconfortable. Parfois même, 1 minute, ça peut être trop inconfortable. Donc commencez petit et puis pour traverser cet inconfort, la première chose, c'est d'accueillir l'agitation, l'anxiété que vous pourriez ressentir. Au lieu de lutter quand vous sentez cette anxiété qui monte et qui vous donne envie tout de suite d'attraper votre téléphone ou un livre ou de faire quelque chose, essayez de respirer un coup et de vous dire: «OK, là, c'est mon travail qui fait son travail de décompression et c'est normal, c'est temporaire, ça va passer». Comme un sevrage, rappelez-vous, ça va peut-être prendre plusieurs jours avant que l'inconfort, devienne moins inconfortable et que vous puissiez vraiment profiter. Essayez de d'accueillir avec bienveillance ce que vous ressentez et de vous réancrer, deuxième chose, dans vos sensations. Quand le mental s'emballe, c'est toujours ça rime. Je suis fatiguée, excusez-moi. Essayez de revenir à vos 5 sens, en fait, tout simplement, à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Tout ça, ça vous ramène dans l'instant présent. Ça vous réancre et ça rappelle à votre cerveau que vous êtes en sécurité. Et enfin, cinquième et dernière clé qui là aussi
est une clé avec plein de stratégies à l'intérieur qui sont beaucoup plus pratico-pratiques, c'est de préparer votre déconnexion avant de partir. Parce que ce que je constate auprès de mes clientes, c'est que la plupart du temps, quand elles n'arrivent pas à déconnecter en vacances et à déconnecter souvent du travail, c'est parce que le départ et le retour, et ou le retour, n'ont pas été suffisamment préparés ou n'ont pas été préparés. Et donc elles partent du bureau avec encore des choses en tête, avec des choses qui n'ont pas été terminées, et elles emmènent le stress avec elles. Avant de partir, c'est important que vous, déjà dans un premier temps, de faire une vraie coupure psychologique, on va dire, avec le travail. Pas juste fermer votre ordi et partir en courant, même si c'est ce que vous avez envie de faire. Alors je sais que ça prend du temps et que souvent, bah, clôturer les choses avant les vacances, c'est souvent intense et donc on n'a pas envie de se rajouter des choses, mais croyez-moi, ça change tout. Si vous le faites pas encore, faites faire le point sur vos dossiers en cours et notez où vous en êtes. Parce que votre vous de dans 2 ou 3 semaines, quand vous rentrez de vacances, vous remerciera pour, se remettre le nez dedans, quand ce sera pas évident et quand vous serez encore un peu en mode vacances. Essayez aussi de déléguer un maximum, de reporter ce qui peut l'être et prévenir les gens autour de vous de vos règles de déconnexion. Alors là, il n'y a pas de règle universelle. Ça va être en fonction de ce que vous pouvez faire et de ce que vous voulez faire. Peut-être que vous allez avoir besoin de couper complètement parce que là, vous êtes au bout et vous avez vraiment besoin de repos. Peut-être que pour d'autres personnes, elles sont OK avec le fait de regarder un petit peu ce qui se passe ou de regarder les mails une fois par jour. En tout cas, ce qui est important, c'est de définir vos règles à l'avance et de vous demander, et ça c'est une question cruciale, de vous demander qu'est-ce qui va vraiment se passer si je ne réponds pas pendant X jours. Parce que souvent, notre cerveau qui a ce besoin de contrôle, qui a du mal à lâcher prise, qui se fait des scénarios catastrophes, et il a l'impression qu'on ne peut pas lâcher. Sinon, ça va être justement la cata. Donc si vous vous posez vraiment cette question de qu'est-ce qui va se passer si je ne réponds pas pendant X jours, bah il y aura peut-être des conséquences, hein. Mais est-ce qu'elles sont graves? Est-ce que ça pourra pas être géré après? Enfin, voilà. Et à mettre en perspective aussi avec ce que vous, ça vous coûte de regarder vos mails et de travailler en vacances, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et si vous devez vraiment checker parce que de par, vos responsabilités et les enjeux qu'il y a derrière, vous n'avez pas le choix, sinon les conséquences seront trop importantes ou trop graves, eh bien définissez, si vous le pouvez, 1, 2 créneaux grand max pour, checker, bah, vos mails. Ça peut être, je sais pas, 30 minutes le matin et vous vous y tenez au maximum. Et le dernier conseil, et c'est celui qui a fait du bien à beaucoup de personnes à qui je l'ai proposé, qui peut paraître tout simple, mais qui fait vraiment la différence. C'est de préparer votre retour pour pouvoir l'oublier. Parce que si vous savez que tout est organisé, si vous savez que vous avez déjà la to-do list sur le bureau qui est prête pour votre retour, votre cerveau va arrêter de tourner en boucle sur qu'est-ce que je vais devoir faire en rentrant, qu'est-ce qui va m'attendre, etc. Non, vous avez déjà, et c'est ce que je vous invite à faire, une to-do list de retour. Alors bien sûr, on sait commencer, il y a toujours des choses imprévues, des urgences, etc. Faites au mieux, mais avoir quand même déjà une liste de ce qu'il va falloir traiter. Et si vous le pouvez aussi, prévoir une journée tampon pour éviter de devoir reprendre à fond alors que vous êtes encore en mode vacances. C'est toujours dur, on le sait, de se remettre dedans. Donc essayez de vous prévoir une journée avec le minimum de réunions et avec suffisamment de temps pour reprendre un petit peu le cours des dossiers, pour traiter vos mails, etc., etc. Et une fois que vous avez préparé ça, vous avez préparé votre journée de retour ou même vos quelques jours, suivant votre retour, que vous avez déjà une to do claire, vous pouvez l'oublier. Votre cerveau sait que c'est géré. Et voilà pour ces 5 clés pour vraiment déconnecter. J'espère qu'elles vont vous aider à aborder, vos prochaines vacances ou même, vos prochains week-ends un petit peu différemment. En tout cas, un message que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que votre valeur, elle est intrinsèque. Elle ne fluctue pas selon que vous ayez visité 3 musées ou regardé Netflix toute la journée. Vous n'êtes pas une machine qui doit justifier son existence par sa production. Se donner le droit de ne rien faire, c'est un acte de résistance dans notre société. Et c'est surtout un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau de présence, de remplir vos besoins fondamentaux, de reconnexion à vous-même.
Donc s'il vous plaît, offrez-vous ce cadeau le plus souvent possible. Et j'y pense, petite recommandation d'un autre épisode, si vous avez du mal avec les pensées parasites qui remontent quand vous ralentissez, si vous avez voilà tout cet overthinking qui, ressort, je vous encourage à écouter l'épisode 58 du podcast de J'ai peur donc j'y vais, sur, l'overthinking et les ruminations mentales, où je vous partage des outils concrets pour apaiser ce mental qui peut parfois s'emballer. Et puis, venez sur, Instagram. Mon Instagram, c'est Steph Blue Lips. Ça s'écrit STEF BLUELIPS. Je vous mettrai le lien dans la description également de cet épisode. Mais n'hésitez pas à venir, par message ou en commentaire me dire comment ça se passe pour vous, s'il y a des clés, qui vous parlent plus, d'autres au contraire, vous sentez pas mal de résistance. Si c'est le cas, c'est aussi normal. Et puis, ben, je vous retrouve, dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, accordez-vous le droit de ralentir pour de vrai. À bientôt.